Voilà, nous sommes ravis d'intervenir ici devant vous et de vous parler donc de la scolarisation des enfants déficients visuels. Donc, nous sommes des acteurs du médico-social. On va vous expliquer un petit peu qui nous sommes et ce que nous faisons donc, pour la scolarisation de ces enfants. Et donc, il y aura une intervention à deux voix aujourd'hui, donc un binôme, donc avec Eric Cuenzi, qui se présentera peut-être tout à l'heure, et puis moi-même, qui suis Florence Delorière, donc la directrice de la FISAF. Voilà. Alors, la FISAF, d'abord quelques mots. Moi, je peut-être quelques propos introductifs pour vous dire d'abord qui nous sommes, parce que je pense que vous ne connaissez pas ou très peu, ce que nous faisons, bien sûr, aussi en grande ligne, nos orientations par rapport à la fameuse scolarisation des enfants déficients visuels et déficients auditifs. Et puis après, je laisserai la parole à Eric Cuenzi, qui lui vous dira un petit peu, de façon extrêmement concrète, ce qu'est l'accompagnement des enfants déficients visuels à l'école, en tout cas de la part de nos services et établissements. La FISAF est une fédération donc nationale, on est un acteur du médico-social, un acteur national qui œuvre pour l'inclusion des personnes, adultes et enfants, en situation de handicap sensoriel, c'est-à-dire malvoyants, malentendants, et donc dyslexique, mais surtout dysphasie, puisqu'au départ, en tout cas, notre cœur d'intervention autour des dys, c'est la dysphasie. Et puis aujourd'hui, on est sollicité pour intervenir auprès de l'ensemble, effectivement, des troubles dys que vous avez vus tout à l'heure. Donc tout ce qui est troubles des apprentissages et du langage, voilà. Et puis les enfants qu'on accompagne, ils sont effectivement malvoyants ou malentendants. Parfois, ils sont en surdicécité, donc ils peuvent avoir évidemment les deux types de handicap. Et puis parfois, ils ont également d'autres types de handicaps associés, des troubles neurodéveloppementaux et notamment l'autisme. Donc c'est des profils extrêmement complexes aussi à certains moments en termes de troubles, de déficience et de handicap. La FISAF donc, est une fédération nationale de professionnels du médico-social notamment qui œuvre pour la scolarisation en particulier des enfants donc, atteints de handicap sensoriel et dys. C'est une fédération qui a été créée en 1925 et je crois que c'est la première fédération nationale dans le secteur du handicap. Pourquoi ? Parce que le secteur du handicap en France s'est créé au XVIIIe et au XIXe siècle à travers les troubles sensoriels. Vous avez probablement entendu parler de Louis Braille, notamment, qui est quand même un des très grands acteurs du handicap, évidemment visuel, en France, mais pas seulement dans le monde. Donc, effectivement, notre secteur, XVIIIe, XIXe siècle, se constitue, se structure, et la première fédération du secteur handicap, elle est en 1925, on va presque avoir 100 ans, c'est effectivement la FISAF. Alors depuis lors, elle a beaucoup évolué, évidemment. N'empêche qu'elle s'est construite, elle s'est bâtie autour de la scolarisation des enfants. Au départ, c'était uniquement pour ça qu'elle a été créée. Comment est-ce qu'on va scolariser des enfants ? Et notre secteur aussi a complètement pris appui dès le départ sur des enseignants spécialisés. Et les premiers enseignants spécialisés sont des enseignants du secteur sensoriel, donc handicap auditif, handicap visuel, et ce, au début du siècle dernier. Notre approche, elle est basée sur les droits, donc je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, et notamment sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2010. Et je fais référence ici à un article, et notamment l'article 24, concernant l'éducation donc, des enfants, qui indique que les enfants handicapés doivent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès dans les communautés où elles vivent à un enseignement primaire inclusif, donc dans le milieu ordinaire, de qualité et gratuit, et également à l'enseignement secondaire. Voilà. Donc ça, c'est un point important. On va y revenir dans le cadre de la scolarisation inclusive. Rapidement, notre réseau d'adhérents, ce sont donc soit des établissements, soit des services médico-sociaux qui donc sont au nombre de 180 sur l'ensemble du territoire national. On est découpé en 6 interrégions sur le territoire, mais effectivement, on peut être en territoire urbain, en territoire périurbain ou en territoire rural. On accompagne plus de 16 000 personnes chaque année, plus particulièrement des enfants, mais pas seulement. Et donc, il y a 6 000 professionnels qui sont des experts, en tout cas qui sont spécialisés en déficience sensorielle et en troubles du langage et des apprentissages, notamment la dysphasie, mais pas seulement. Les métiers sont extrêmement variés et pluriels, puisque nous avons à la fois des enseignants spécialisés, je l'ai dit, et notamment qui sont détenteurs de ce qu'on appelle le CAEGA-DV chez nous. Nous avons aussi des transcripteurs adaptateurs, nous avons des instructeurs en autonomie, en locomotion, pour l'ensemble des déplacements et des actes de la vie quotidienne. Et puis, bien sûr, des éducateurs, beaucoup, et des rééducateurs, donc tout ce que vous pouvez et tout ce que vous connaissez dans les métiers de la rééducation, psychomote, ergothérapeute, orthophoniste, on en a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a toute cette palette de métiers qui va concourir et contribuer, donc, en particulier à la scolarisation des enfants atteints de handicap visuel.
On est engagé dans différentes instances politiques comme toutes les fédérations nationales. Je pense que je ne vais pas évidemment passer trop de temps là-dessus, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, le processus est un processus dit inclusif qui est piloté notamment par la ministre, donc Sophie Cluzel, en charge des personnes en situation de handicap. Et on est effectivement dans un moment de l'histoire où tout est fait pour aller vers le milieu ordinaire. Donc aujourd'hui, dans notre champ, il y a souvent plus de 80% des enfants qui sont scolarisés dans les écoles ordinaires et que nous accompagnons dans ces mêmes écoles. Donc avec ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, donc moins de murs, plus de milieux ordinaires et donc plus de droits communs. Et nous-mêmes, nous sommes évidemment en faveur de cette inclusion dans le droit commun. Voilà, et puis on participe à de nombreuses commissions, notamment évidemment pour la bientraitance et la lutte contre la maltraitance, et puis différents travaux qui sont liés au secteur du handicap, toujours de façon extrêmement partenariale, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de travail auprès d'un public vulnérable, quel qu'il soit, s'il n'y a pas un véritable travail partenarial, coordonné et coopératif avec l'ensemble des acteurs, et plus particulièrement les acteurs du milieu scolaire. Nous avons un conseil scientifique qui est composé d'à peu près une quinzaine de membres qui sont des spécialistes du handicap sensoriel. Alors ça peut être des spécialistes effectivement scientifiques, mais aussi dans les matières de sciences humaines. On organise tous les 2 ans un congrès scientifique d'ailleurs. Le prochain aura lieu en décembre 2020. Et puis nous avons évidemment aussi un organisme de formation hyper spécialisé sur les problématiques du handicap sensoriel EDIS, et puis une plateforme numérique aussi qui permet à tous les acteurs du secteur de pouvoir avoir un centre de ressources avec l'ensemble des textes, des bonnes pratiques du secteur autour de l'accompagnement des enfants, notamment en situation de handicap. Quelques chiffres peut-être pour vous donner un petit peu une idée du handicap en France et des enfants aussi, évidemment, et de la scolarisation de ces mêmes enfants. Les élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, c'est 340 000 enfants, en tout cas notifiés par la MDPH, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 340, il y en a beaucoup plus que cela, mais notifiés par la MDPH. Il y a un accroissement puisqu'il y a plus de 40 000 enfants donc entre 2018 et 2019, parce qu'il y a plus de notifications et que l'école effectivement intègre davantage les enfants donc en situation de handicap. Et il y a notamment, parmi ces 340 000 enfants, 166 000 enfants qui sont accompagnés par une aide humaine, donc qui ont un complément en termes de compensation ou d'adaptation. 51 000 enfants sont suivis par un CESAD. Un CESAD, c'est un service spécialisé ambulatoire. Et 105 000 enfants sont accueillis en établissement médico-social, parfois à l'école, et en établissement également pour des compléments. Les enfants déficients visuels représentent 1% des élèves au total et 7% des élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire des élèves en situation de handicap, accueillis à l'école. En 2016, sur les derniers chiffres que nous avons, en tout cas les derniers chiffres précis et exacts que nous avons, il y a eu plus de 5 500 élèves déficients visuels à l'école, donc accueillis, et vous voyez la répartition entre le premier degré et le second degré. Sachant que ces enfants peuvent aussi être accueillis en ULIS, donc dans des classes spécialisées. Voilà. Et 90% d'entre eux sont accueillis en classe ordinaire avec un accompagnement adapté. Notre secteur suit plus de 4 000 élèves donc, en classe ordinaire à ce jour. Comme je vous l'ai dit, l'accompagnement des enfants en situation de handicap visuel ou de trouble 10 nécessite effectivement une technicité très particulière. J'ai évoqué quelques métiers tout à l'heure brièvement en introduction, mais c'est vrai que ça nécessite des pratiques pédagogiques. Alors on parle du braille, vous le savez, mais pas seulement, évidemment, ceci est beaucoup plus complexe. Des ressources documentaires et numériques adaptées, du matériel adapté également, et puis effectivement des professionnels qui là vont accompagner par des méthodes pédagogiques et didactiques, mais très adaptées, ces enfants effectivement en fonction de leurs troubles et de façon très individualisée, les enfants donc en situation de handicap visuel à l'école. Et puis bien sûr nos enseignants spécialisés qui jouent un rôle majeur auprès des enseignants et des AESH également pour ces enfants. Voilà, peut-être en conclusion, en tout cas pour cette première partie, c'est vrai que nous sommes plutôt très favorables et très exigeants au niveau de la scolarisation inclusive pour que celle-ci se fasse au plus près du domicile des enfants. Ça n'a pas été le cas pendant plusieurs années. Les enfants étaient souvent obligés d'être internes ou en tout cas d'être scolarisés dans des établissements spécialisés. Effectivement, ça posait quand même de très gros soucis. Donc dans une logique de droit commun, on est très exigeant sur la question de la proximité avec le domicile, en prenant en compte le souhait des familles et des enfants, comme c'est le cas pour l'ensemble des enfants en France. Donc je l'ai dit par rapport à la logique de droit, et notamment dans le cadre de la charte de l'UNESCO de 1994.
Voilà. Et puis, tout ceci ne peut fonctionner réellement que dans le cadre d'un véritable partenariat, alors parfois contractualisé, parfois pas, mais en tout cas avec un véritable dialogue sur le terrain entre l'ensemble des acteurs qui effectivement interviennent pour cette scolarisation. Un dernier élément, on a eu la rapporteuse spéciale des Nations Unies qui est venue faire un rapport donc, en 2019 sur l'inclusion des publics handicapés en France. Elle l'a fait dans tous les pays, évidemment, qui avaient signé cette fameuse charte, notamment de l'ONU à travers l'UNESCO. Et donc, elle a fait un rapport sur la France, qui n'est pas un rapport extrêmement positif sur l'inclusion des enfants, loin de là même, disant qu'aujourd'hui, elle trouvait effectivement que cette inclusion était très complexe en France, posait de gros problèmes, notamment en lien avec un cloisonnement extrêmement fort des acteurs, c'est-à-dire des acteurs qui ne savent pas encore véritablement travailler ensemble, ce qui pose un problème par rapport à des publics extrêmement vulnérables en particulier. Et donc, avec une vision également qui est souvent comme une personne à prendre en charge, des problématiques, des déficiences, et donc rarement comme des sujets de droit, avec des problématiques spécifiques, mais ayant aussi des capacités spécifiques, et donc à accompagner comme de véritables sujets, quels qu'ils soient. Donc le rapport de Madame Catalina de Vandas Aguilar est assez cruel sur l'inclusion à la française. Voilà, je vais laisser la parole à Eric et effectivement, il va vous expliquer qu'il y a des services spécialisés donc, qui accompagnent les enfants à l'école, notamment des SAS pour les enfants déficients visuels, mais pas seulement. Donc il va vous dire en quoi cela consiste. Merci Florence. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Florence, mais aussi par les intervenants, je dirais, précédents ce matin. Donc... Ah oui, c'est là, d'accord, très bien. Oui, c'est bon, mais comme ça ne ressemblait pas à notre PowerPoint. Donc, je suis donc Eric Wenzi et je suis donc actuellement directeur adjoint d'un pôle médico-social, donc dans une association, gestionnaire d'établissement, et plus particulièrement en charge donc du CRESDEV, le Centre régional d'enseignement et d'éducation spécialisé pour déficients visuels, donc à Besançon. Et auparavant, j'étais enseignant spécialisé, CAIGADV, donc on parlait tout à l'heure du CAIGADV, qui est un certificat d'aptitude à l'enseignement général pour les élèves aveugles et déficients visuels, donc décerné par le ministère en charge des personnes handicapées. C'est vrai que la particularité dans le sensoriel, c'est qu'il y a des enseignants spécialisés éducation nationale qui ont le CAPASH et des enseignants spécialisés qui dépendent du domaine de la santé. Voilà, c'est une particularité historique, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour préciser un petit peu au niveau des élèves déficients visuels, qui sont-ils, que nous accompagnons dans nos différents services donc du CRESDEV, dans le champ du handicap, parce qu'on n'a encore pas parlé de ce que c'est quoi un enfant déficient visuel. Tout à l'heure, Madame Denis parlait de 5/10, elle disait, voilà, donc voilà, pour l'OMS, c'est 3/10, inférieur à 3/10. En France, c'est maximum 4/10 du meilleur œil avec correction, ou un champ visuel inférieur à 20 degrés. Voilà un petit peu le cadre donc, du champ de handicap. Nous, on intervient, donc Besançon, mais on intervient sur les 4 départements de l'ex-Franche-Comté. C'est toujours la Franche-Comté, mais donc l'ancienne région. Donc, comme vient de le dire Madame Delorière, donc il y a eu beaucoup d'évolutions dans nos établissements et services médico-sociaux où on parlait au démarrage donc de la prise en charge. Voilà, l'enfant était dans l'établissement, il était interne dans l'établissement. Nos établissements, c'était une école. Voilà, l'école ordinaire, les enfants déficients visuels. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a... j'ose pas le dire, une trentaine d'années bientôt. Voilà, le milieu ordinaire, oui, on le connaissait un petit peu pour les grands, pour les lycéens, parce qu'on n'avait pas de lycée sur place, mais on avait grande section de maternelle, primaire, collège sur place. Voilà. Et donc, avec les évolutions sociétales, les différentes lois, voilà, donc on s'est transformé en accompagnement, en service et non plus en établissement, en école. C'est-à-dire que nous, par exemple, si je prends le cas de Besançon, on n'a plus de classe, on n'a plus d'élèves en interne. Tous les jeunes sont scolarisés en milieu ordinaire. Ils sont scolarisés. Voilà.
Avant, on parlait d'intégration scolaire quand les jeunes quittaient donc nos établissements. Ce que je dis là, sur tous les territoires, pour des grandes villes, quand il y a des grandes villes, il y a encore des classes pour déficients visuels, et souvent c'est pour des jeunes qui ont de forts besoins ou qui ont d'autres difficultés que la déficience visuelle. Après, il y a des représentants ici de l'Institut national des jeunes aveugles, et c'est vrai qu'avant, on envoyait souvent, après la troisième, des jeunes à l'INJA Paris, maintenant moins, sauf si on sent que vraiment la scolarité en milieu ordinaire, en lycée, sera trop compliquée. Voilà. Voilà. Donc, on accompagne des enfants donc, de 0 à 20 ans. Là, ce qui vous intéresse, puisque vous intervenez en milieu scolaire, c'est les enfants scolarisés, notamment donc, maternelle et puis primaire et collège. On a différents, alors on aime bien les sigles dans le médico-social, mais à l'éducation nationale aussi. Donc pour les enfants, les petits-enfants, 0-3 ans, voire 0-6 ans, on a ce qu'on appelle un SAFEP, un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce. C'est un CESAD pour déficients visuels. Donc, là, l'important, c'est donc développer tout ce qui est multisensorialité, développer le sens de l'enfant malvoyant. Et quand je dis développer le sens, il ne faut pas oublier la vision. Comme l'a dit tout à l'heure une intervenante, l'enfant malvoyant, il ne sait pas qu'il voit mal. Donc, il faut développer la vision, mais tous les sens. Il faut apprendre à l'enfant à voir. Tout à l'heure, on parlait des saccades. L'enfant déficient visuel, les saccades, c'est compliqué. Donc, il faut lui apprendre à faire des saccades. Ensuite, donc, accompagner la socialisation de l'enfant, parce qu'un enfant malvoyant, pour lui, c'est un petit peu une nébuleuse, etc. Donc, quand il voit un camarade, il rencontre un camarade, il ne voit pas le visage du camarade. Est-ce que son camarade a un ton agressif ou bienveillant, etc. Donc, on a des enfants déficients visuels qui peuvent être un petit peu en retrait et puis avoir des difficultés de socialisation. Donc, il faut les accompagner. Et ça, c'est important à l'école maternelle, qui est un lieu de socialisation. Il faut préparer la scolarisation à l'école primaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut développer avec les enfants petits, ça aidera pour la suite. Je parlais des saccades, mais il n'y a pas que, à apprendre à regarder, apprendre à avoir une certaine méthodologie pour faire des recherches, etc. Des choses évidentes pour un enfant bienvoyant qui ne sont pas forcément évidentes pour des enfants malvoyants. Je ne parle même pas des enfants aveugles où il y a différentes difficultés, où il faut vraiment développer le toucher, il y a le pré-braille et tout, avant donc l'école primaire. Et puis soutenir bien sûr toutes les équipes éducatives des établissements scolaires, parce que les enseignants, les ATSEM, même les AESH peuvent être un petit peu, je dirais, déstabilisés par l'accueil d'enfants déficients visuels. Voilà. Ensuite, donc je reviens, excusez-moi. Donc là, à Besançon, mais c'est un modèle, c'est pas le modèle national. Je veux dire, faut bien dire les choses. On a beaucoup d'éducateurs spécialisés qui vont intervenir donc en maternelle, mais aussi les différents rééducateurs, psychomotriciens, orthoptistes basse vision. S'il le faut, des instructeurs en autonomie de la vie journalière, ou des instructeurs en locomotion qui vont aider à l'enfant à se déplacer en sécurité et de façon autonome, donc dans leur environnement, notamment donc dans l'école. Nous, historiquement, on était une école, donc on a beaucoup d'enseignants spécialisés. Il y a des services donc plus récents, qui travaillent avec pas beaucoup d'enseignants spécialisés ou quelques enseignants spécialisés éducation nationale, et beaucoup d'éducateurs qui vont être référents de l'enfant dans son accompagnement global. Nous, historiquement, on est une école pour déficients visuels, donc on a énormément d'enseignants spécialisés qui vont intervenir sur toute la Franche-Comté, sur plusieurs champs, notamment préconiser les aménagements,
Les aménagements, ça peut être en lien avec l'orthoptiste, définir les agrandissements. Donc pour les élèves, est-ce qu'il doit travailler en Arial 14 gras, espacement 1, 5, avec un interligne 2, etc. Donc là, il y a tout un travail des aménagements à faire pour éviter, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Duffier, me semble-t-il, des confusions de lettres à cause de la malvoyance. Hein. Un C suivi d'un L, quand on est malvoyant, c'est un D. Un R suivi d'un N, c'est un M. Donc, vous voyez un petit peu les répercussions sur la scolarité. Quand je dis aménagement, c'est aussi du matériel pour vision de loin. Hein, faut pas, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au tableau. Quand on est malvoyant, on ne perçoit pas, ou on perçoit mal le tableau. Donc, il y a du matériel qui peut aider à compenser cette difficulté, mais aussi travailler sur les lignages, quel lignage a besoin l'enfant déficient visuel. Tout ça, donc, ça rentre dans les aménagements. Et tout à l'heure, vous parliez des postures, et c'est vrai que pour des enfants 10, mais c'est vrai aussi pour des enfants malvoyants, la posture est importante. Ensuite, c'est bien de mettre du matériel, c'est bien de préconiser beaucoup de choses, mais il faut apprendre à l'enfant à utiliser toutes ces techniques palliatives à la déficience visuelle. Donc le braille, bien entendu, pour les enfants aveugles. Donc là, il y a un gros travail des enseignants spécialisés. Mais si on met du matériel à l'enfant, il faut bien qu'il apprenne à l'utiliser. Hein. Trop souvent, vous rencontrez à l'éducation nationale un enfant, c'est souvent pour les enfants 10, on dit l'ordinateur, la souris scan, ça va solutionner, on va lui mettre ça en charge, mais on va mettre ça en place. Mais s'il n'y a personne pour apprendre à l'enfant à utiliser ce matériel, ça peut poser des difficultés. Hein, on a des jeunes déficients visuels qui vont passer à la dactylographie. Donc il est hors de question au niveau de la dactylographie, quand on est malvoyant, de taper à 2 doigts, hein, comme vous et moi. Donc il faut apprendre à utiliser la méthode traditionnelle, donc les 10 doigts. Tout ça, c'est des apprentissages, mais aussi comment tenir la règle quand on est malvoyant, pour détracer, comment utiliser tous ces outils spécialisés, et puis avoir donc les bons réflexes. Hein. Un gros travail pour adapter et transcrire tous les documents dont a besoin l'enfant pour sa scolarité, hein, en braille, en gros caractères, etc. Donc là, on a des transcripteurs adaptateurs de documents, donc formés par la FISAF. Voilà. Et puis, l'équipe éducative au sens large, hein, mais l'équipe enseignante, qui a besoin de soutien, de conseils pour aménager, je dirais, la scolarité, là, pas que les supports, mais aussi les méthodes pédagogiques qui sont, on le voit souvent, très utiles aussi pour les autres enfants qui sont bienvoyants, qui ont des difficultés ou qui n'en ont pas. Donc, toujours dans nos sigles, hein, Florence tout à l'heure parlait de SAS. Chez nous, on dit pas SAS, on dit S3AS, Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation. Bon, après, ça dépend des régions, chacun dit le sigle comme voilà. Et donc aussi, on disait scolarisation, et puis il n'y a pas que la scolarisation, il y a aussi l'aide au développement de l'autonomie au quotidien. Apprendre à l'enfant, je dirais, à s'habiller seul, c'est pas toujours évident, hein, pour pas boutonner lundi avec mardi, etc. Ou les déplacements, etc. Donc on a des professionnels spécialisés aussi, et qui vont apprendre ensuite aux jeunes filles à se maquiller sans mettre du maquillage partout, etc. Se faire à manger pour les plus grands avant d'avoir une vie autonome. Ensuite, donc, dans la salle, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières. Après, il y a beaucoup de médecins aussi, donc ce sera la diapo supplémentaire. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas toujours de la même façon avec les infirmiers et infirmières scolaires. Je dirais que ça dépend quel est le rôle qui leur a été donné par leur chef d'établissement. C'est vrai que dans certains établissements, les principaux, les proviseurs, ont désigné, je dirais, l'infirmier ou l'infirmière scolaire comme référent handicap de l'établissement. Donc, ce sera donc ces personnes qui seront en première ligne et qui seront nos interlocuteurs
principaux, hein, je veux dire, voilà, de l'accompagnement global de l'enfant. Donc, c'est infirmiers, infirmières, donc vont tout coordonner, tout ce qui touche à la scolarité, au périscolaire, voilà, surtout en collège et lycée. D'autres fois, les infirmiers et infirmières, on ne les rencontre pas beaucoup, n'ont pas ce rôle-là, sinon de remplir la fiche infirmerie, etc. Je dirais ça dépend vraiment des établissements, mais c'est plus lié, je pense, au chef d'établissement que vos missions. Après, je ne connais pas les missions, les fiches de poste des infirmiers et infirmières. Au niveau des médecins scolaires, alors, pareil, je dirais, c'est comme avec les infirmiers et infirmières, avec les médecins scolaires, on ne travaille pas toujours de la même façon. Je dirais, ça dépend de l'infirmier, ça dépend du médecin. Je pense comment il définit son rôle par rapport au handicap. C'est vrai qu'en général, il y a peu de PAI, projet d'accueil individualisé, parce que on n'est pas dans le trouble de santé, on est dans l'aménagement. D'autres fois, on a des infirmiers scolaires, des médecins scolaires qui vont systématiser un PAI. Ça, je dirais, ça dépend. Voilà, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Par contre, on peut s'appuyer énormément sur les médecins scolaires, sur certains points que je vais détailler, qui ont été facilitateurs dans l'accompagnement et dans la mise en place d'aménagements. Par exemple, on a une difficulté là actuellement sur Besançon, mais je sais qu'on n'est pas le seul établissement, c'est qu'on n'a plus d'ophtalmo. L'ophtalmologie dans notre région est rare, contrairement à Paris. Nous, non, c'est difficile aussi. Bon, nous c'est un an d'attente pour avoir un rendez-vous en ophtalmo de ville. Donc voilà, et puis certains départements, il n'y a plus d'ophtalmo, mis à part en service hospitalier. Comment ? Ah, 5 minutes. Bon, ça ira. 2 maintenant. D'accord. Donc, 3. Donc, la question de la fragilité oculaire. C'est vrai que Madame Denis en a parlé brièvement. On a des enfants qui ont des yeux fragiles. Voilà. Comment prendre en compte ces fragilités oculaires, je dirais, au niveau, dans l'école, notamment au niveau des cours de PS. Si les parents ne nous disent rien, qui a le droit de parler de fragilité oculaire ? Pas nous. Même si on sait qu'une myopie forte ou un glaucome, attention, il y a fragilité oculaire, on ne peut pas se le permettre. On n'est pas médecin. Donc là, les médecins scolaires peuvent être en première ligne et puis être là pour initier et puis pour appuyer des aménagements, notamment au niveau des cours de PS. Ensuite, rôle facilitateur aussi, notamment quand dans certains établissements, la prise en compte des besoins de l'élève déficient visuel, c'est un petit peu compliqué. On n'arrive pas à avoir les documents en avance pour pouvoir les adapter, etc. Donc là, l'appui du médecin scolaire est très important. Les médecins scolaires aussi sont là pour réassurer les équipes enseignantes quant aux capacités et à la sécurité, notamment en formation professionnelle. Je sais qu'il y aura une intervention cet après-midi sur la formation professionnelle, mais aussi pour appuyer sur des stages auprès d'autres établissements scolaires. Je prends un exemple. On avait un jeune qui voulait faire une formation particulière après la classe de 3e. Le mieux, c'est qu'il aille voir ce qui se passe dans l'autre établissement pour pouvoir essayer, pour voir est-ce que c'est compatible avec sa vue ou pas. Il y a eu des blocages administratifs importants. L'intervention du médecin scolaire a permis de lever ces blocages. Voilà. Et donc là... oui, non mais, faut le dire. C'est pour ça que je parlais du médecin scolaire qui est facilitateur, notamment au niveau de l'aménagement du temps scolaire. Tout à l'heure, on parlait d'enfants fatigables, on parlait d'enfants qui ont besoin de beaucoup de rééducation. Quelquefois, même les chefs d'établissement vont dire « Oh là là, oui, mais bon, priorité la scolarité. » Et puis le médecin scolaire peut être là en disant « Mais attendez, prenez du recul, il a peut-être d'autres besoins. C'est pas grave si pendant 1 an, il n'a plus de cours de SVT. » Voilà. Et ça, c'est vrai que quelquefois, le médecin scolaire,
quelquefois, quelquefois le médecin scolaire, donc, non, mais je dis SVT ou autre, hein, mais le médecin scolaire peut là être facilitateur quand il y a donc des blocages. Et puis, bien entendu, là, j'ai sauté un petit paragraphe, donc en appui des demandes d'aménagement d'examen, etc. Mais ça, vous êtes au courant de tout ça, je ne vais pas m'étendre. Donc là, on a bientôt le... Alors bon, c'est la dernière diapo. Simplement, on a besoin de travailler tous ensemble, que ce soit l'éducation nationale, le médico-social, le médical. On ne peut pas faire tout seul. Voilà. Je vous remercie.